أسعد الله مساكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج تساؤلات الذي سيكون لنا إذن في حديث في الشق الأول من هذا العدد. في إذا نتحدث عن تعزيز الجزائر شراكتها مع أوروبا إذن بمبدأ الاحترام والندية في ظل التصعيد الفرنسي. سنتحدث أيضا عن المتعاملون الاقتصاديون الفرنسيون الذين اليوم إذن يقولون أنه كافة للقرارات الأحادية التي تهدد مصالحنا في الجزائر. وفي الشق الثاني مشاهدينا سنتحدث عن خطط التقشف 2026 التي تربك الحكومة الفرنسية وتجهز طموحات برونو روتايو السياسية. إذن كل هذه نقاط وأخرى نسعد بمناقشتها مع المحلل السياسي ومختص في الشأن الدولي بديس خنيسة. بديس, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir. إذا مشاهدينا نسعد أيضا باستضافة السيد جمال أبينا الصحفي ومحلل سياسي. Monsieur Abina, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir. Je vous en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on commence avec vous, Badis. Donc, les propos tenus récemment à Paris, ainsi que les décisions prises, ont franchi un cap dans la provocation. Pourquoi cette escalade maintenant, selon vous? Il faut comprendre le timing électoral. D'ailleurs, je commencerai peut-être mes propos par cette petite introduction un peu satirique envers ce Bruno Retailleau, qui n'était rien avant, et qui est devenu un pseudo-ministre qui fait le là, qui donne le là en tout cas, et surtout qui a établi une certaine diplomatie parallèle à la voie officielle de la France. On a connu Linda de Souza et sa valise en carton. On connaît maintenant Bruno Retailleau et sa valise diplomatique. Donc c'est quelqu'un qui fait fi de toutes les règles de bon usage, les règles de diplomatie, les règles de relations internationales, les règles d'accords bilatéraux, les règles de convention, notamment convention de Vienne, qui régit effectivement ces accords, qui régit toute transaction, qu'elle soit administrative aujourd'hui, qui est faite en bonne et due forme, et qui est bloquée, qui est sabotée par ce monsieur. Donc le timing est très important à mettre en exergue. C'est un ministre candidat au présidentiel. Il a PAC 2027 en ligne de mire, notamment pour les présidentielles. Mais avant cela, les Républicains ont aussi comme objectif les municipales. Donc on a besoin effectivement de capter dans ce braconnage électoral, capter toutes les voix, y compris les voix xénophobes, y compris les voix aussi qu'il incarne lui-même, à savoir cette... je dirais, nostalgie de l'Algérie française, cette nostalgie de l'OAS, cette nostalgie aussi, croyez-moi, et c'est ce qui dérange aujourd'hui, l'Algérie indépendante et souveraine, puisqu'il suffit de voir un peu ce qui s'est passé avec la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Italie, pour voir en fait la réponse, je dirais la réaction prévisible d'ailleurs de cercles médiatico-politiques, notamment français, qui ont crié au scandale, puisqu'ils ont mal à voir cette Algérie rayonnante, cette Algérie souveraine, cette Algérie qui est loin d'être isolée, contrairement au narratif français, et qui, je dirais, transcende cette relation qu'elle a eue de tout temps avec les autres pays, envers des relations consolidées, des relations fortes, des relations bâties sur de la confiance, contrairement à ce que veut construire Retailleau. Donc le timing électoral, braconnage électoral, aussi le dessin un peu de cette frange de la France, qui ne représente pas la France d'ailleurs, à juste titre, qui ne représente pas non plus le Quai d'Orsay, mais qui représente elle-même, à savoir un projet pour comment phagocyter, comment saboter les relations avec l'Algérie. Et d'ailleurs, je conclurai sur Bruno Retailleau en septembre 2024, quand à sa nomination, d'ailleurs, une nomination qui était inespérée, parce qu'il était à la tête d'un parti minuscule, un parti, je dirais, inexistant, et qui avait dit à l'époque j'aurai 3 priorités. L'ordre, l'ordre et l'ordre. Sauf qu'aujourd'hui, il a 3 priorités. L'Algérie, l'Algérie et l'Algérie. Un ordre qui ne vise que les Maghrébins. Qui ne vise que les Maghrébins. Particulièrement les Algériens, bien sûr. Oui. Vous voyez certaines déclarations, c'est limite des déclarations de pétainistes. On croit revenir à une période révolue, une période d'un autre âge, à savoir, comme vous l'avez dit, effectivement, il avait sorti des statistiques un peu de nulle part, des statistiques du chapeau sur l'origine des délinquants. Sauf que Bruno Retailleau, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il est en train d'avoir un effet miroir. C'est-à-dire qu'il essaye envers l'Algérie de cacher ses échecs, des échecs politiques, des échecs aussi sécuritaires. Moi, je rappelle que plus de 8,5%
d'augmentation d'agressions en France en 2024. Donc, au-delà, bien évidemment, des problématiques autres, à savoir sociales, sociétales. Donc, Bruno Retailleau veut occulter son échec à travers, je dirais, une croisade singulière, mais une croisade individuelle de sa part, bien évidemment à la botte de certaines puissances, notamment de lobby, puisqu'on ne peut pas perdre en ligne de mire aussi les donneurs d'ordre, puisque lui n'est qu'un, je dirais, un pion dans l'équation, une petite équation. Mais au-delà des considérations politiques, il y a véritablement un projet, un destin politique mené par une oligarchie, je dirais, qui tire son essence de son projet dans la judéo-chrétienneté de la France et qui souhaiterait revenir un peu à l'essor, revenir à la France judéo-chrétienne, la France souveraine, la France, je dirais, empire dans le temps, et que l'Algérie aujourd'hui a des allures effectivement d'un État souverain, un État qui ne rentre pas dans ce sillage, mais un État surtout qui répond à ces déclarations hostiles, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui. Très bien. Monsieur Habina, peut-on considérer peut-être aujourd'hui que les attaques de Bruno Retailleau ne visent pas seulement l'Algérie, mais cherchent à détourner également l'opinion publique française d'une crise intérieure peut-être plus profonde? Oui, une crise très très violente, une crise économique. On peut parler de chiffres. L'Algérie fait 4 points de croissance. Je ne peux pas dire 4 fois supérieur à la France, parce que 4 fois 0, ça fait 0. Non, c'est 4 fois au-dessus de la France en termes de points de croissance. Les perspectives françaises en matière de réinvestissement et de réindustrialisation sont à la marge, hein. Même s'ils ont ouvert une usine pour faire des batteries électriques, mais ce n'est pas très sérieux. Il y a une panne dans l'investissement, il y a une panne dans les IDE, il y a une panne dans le projet de société. Il y a un problème aussi identitaire très profond en France, des crises multiples, hein. Elles sont économiques, identitaires, politiques. On voit bien qu'actuellement, le gouvernement qui est en place ne répond pas à la demande de la population qui était plutôt à gauche. Et puis surtout, ça a été dit tout à l'heure par Badis de façon très amusante, parce que tu as utilisé le terme de bracolage. C'est une sorte de mix entre racolage et bracolage électoral. Et j'aime bien ça, parce qu'effectivement, c'est de ça dont il s'agit. Alors, M. Retailleau se prend pour le ministre des Affaires étrangères ou simplement ministre de l'Extérieur. Sauf que ça n'existe pas, le ministre de l'Extérieur. Il est toujours dans une posture très offensive, et il faut se rappeler comment il a commencé quand même, hein. Chez De Villiers, on l'a déjà dit, mais pas seulement, dans un jeu où il a triché. C'est-à-dire que cet homme est capable de tricher. Tout est bon pour gagner. Et donc, c'était vu et revu, documenté pour dire à quel point il manque de dignité. Mais M. Retailleau est en croisade, c'est bien de le dire, et ce n'est pas un mauvais mot d'utiliser le terme de croisade, c'est un catholique intégriste. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, dans son offensive de catho-intégriste, il y a à la fois la perspective des musulmanes, qu'on voit bien en France quand il parle du voile, ah bah le voile, puis la perspective des Maghrébins, particulièrement l'Algérie, puisqu'ils l'ont perdu en 62, et que ça fait la perte de l'Empire français, pas seulement l'Algérie. Tout l'Empire français va sauter à cause de l'Algérie. N'oublions jamais, pour certains ingrats, qu'en 54, l'Algérie démarre sa révolution. 2 ans plus tard, pour que les Français concentrent leurs forces pour massacrer le peuple algérien, ils lâchent la Tunisie et le Maroc, ils la lâchent. Il n'y a pas de guerre, de révolte ou n'importe quoi, ils sont lâchés au profit de dirigeants qui vont être choisis plus ou moins. Peut-être pas Bourguiba. Puis ensuite, ils vont lâcher en 60 tous les pays africains. Il faut concentrer son effort sur l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est la France, selon Mitterrand, de sombre mémoire. Donc Retailleau, c'est un peu une sorte de pendant les Mitterrand, un petit Sarkozy, qui aurait des ambitions à la Goebbels en termes de propagande. Bon, comme je l'ai déjà dit, c'est un mauvais Goebbels, et encore, je n'ai pas de sympathie pour Goebbels. J'aime bien plaisanter sur ça. Pourquoi? Pour dire qu'effectivement, ça rappelle les heures sombres, et c'était dit par Badis, ça rappelle une époque où, effectivement, on est dans une algérophobie ou algérianophobie, on choisit le terme qu'on voudra, que j'avais déjà dénoncé il y a très longtemps, qui a repris une offensive contre les Algériens. Alors ça masquait à l'époque l'islam. On attaquait les musulmans, mais c'est bien les Algériens qu'on attaquait. Aujourd'hui, on a retiré le voile. C'est bien, effectivement, un ciblage anti-algérien. Pourquoi? Parce que l'Algérie est émancipée. Parce que l'Algérie... ouvertement en France. Oui, comment? Aujourd'hui, ça se fait ouvertement en France. Oui, ouvertement. Il ne se cache même pas. Même Retailleau, quand il fait ses cibles. Le premier discours, c'est les sécuritaires. On l'a compris. Pour qui? On l'a compris aussi. Mais il n'y a pas que ça. Le premier discours, en dehors de celui-ci, c'était quoi? On va revenir sur les accords 68. Coquille vide, qui n'a absolument aucun impact sur l'immigration. C'est 20 000 Algériens qui viennent en France pour étudier. Rappelons-le, ce n'est pas des délinquants. Mais il veut donner le sentiment, sans expliquer les termes du débat, qu'il y aurait une sorte d'invasion migratoire algérienne. Alors déjà, il faut lui rappeler que le pays se développe et qu'il y a fort à parier que les Algériens se fixent ici mieux. Il y a un retour des Algériens de France vers l'Algérie. Donc on est vraiment à l'opposé de ce qu'il raconte. Puis surtout, son obsession, cette lubie comme ça, il se dit le Front National est en difficulté parce qu'ils sont ridiculisés aux élections, en étant condamnés, tout leur casse du Front National, qui a le gamin Bardella qui fera rien, on le sait très bien. Donc comme il est démonétisé, moi, ma droite qui a chuté, c'est bien de dire que c'est un groupuscule maintenant, et qui est quand même été nommé alors qu'il n'avait pas d'être au pouvoir, ma droite va bénéficier à plein de cet effet de vase communicant de l'extrême droite vers la droite et récupérer peut-être des éléments de la droite. Et moi, je pense, dans ce pari effectivement électoral, parce que c'est bien de ça dont il s'agit depuis le début, ces visées sont électorales. D'ailleurs, ils ne s'en cachent même pas et on le voit venir.
quand il se présente à la candidature des LR, il va atomiser son adversaire parce que le discours est outrancier. Eh bien, c'est bien cela qu'il veut. Il rêve, ce petit Retailleau, et je dis petit Retailleau intentionnellement par la taille et par l'esprit, il rêve de devenir président de la République. Alors, Samira, juste, je retiens aussi un autre point. On parle de timing effectivement électoral, mais ce timing électoral aussi a des conséquences, notamment, je dirais, subsidiaires en matière d'alliance. Vous savez, Bruno Retailleau, il fut un temps, il n'existerait pas, il n'existerait plus, en tout cas au vu des couacs et au vu justement de ce sabotage qui mène notamment contre l'Algérie, mais surtout aussi qui nuit finalement à la diplomatie française et à la France elle-même et à l'économie française, on en parlera un peu plus tard. Donc Bruno Retailleau aujourd'hui jouit de ce siège éjectable, entre parenthèses, puisque, vous savez, on a besoin aujourd'hui d'une certaine majorité relative au sein de l'Assemblée, on pourra en parler par la suite, une Assemblée d'ailleurs qui a des allures de Colisée, de théâtre, mais pas justement d'Assemblée pour caisse de résonance populaire, dans laquelle on a besoin d'alliances parfois circonstancielles, parfois conjoncturelles, stratégiques et autres. Donc, le parti au pouvoir a besoin parfois de gérer un peu et composer surtout avec y compris Retailleau. Donc, et on a en ligne de mire aussi les municipales. Les municipales, ce sont un peu le fer de lance. C'est un peu la rampe de lancement pour les présidentielles. C'est là où vous avez un ancrage citoyen, un ancrage populaire qui vous permettra effectivement d'avoir une certaine crédibilité par la suite pour avoir un discours de futur président ou de présidentiable. Donc vous voyez que Bruno Retailleau aujourd'hui justement jouit de cette conjoncture notamment politique dans laquelle il se croit, entre parenthèses, stratégique, ou au moins levier de pression pour exercer effectivement, parce que vous savez, Retailleau, il faut rappeler aussi qu'il est tiraillé plutôt confus, entre sa fonction régalienne, puisqu'on parle de ministre de l'Intérieur, qui est censé travailler et œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale et du front national de tous les Français, notamment, y compris les Français binationaux et algériens notamment, et non pas les stigmatiser, et tiraillant entre cette fonction régalienne et surtout aussi les gesticulations électorales, puisqu'il est en train de travailler sur son calendrier, son agenda politique, au détriment notamment des intérêts de la France. Et aussi, c'est quelqu'un qui, je dirais, confond aussi cette fonction avec une revanche idéologique, clairement. Absolument, d'accord. Puisque c'est quelqu'un qui croit aux rémanences, ce qu'on appelle les rémanences un peu post-coloniales, à savoir, il croit à la subsistance ou l'existence de l'OAS ou de l'Algérie française, dans laquelle il essaye d'incarner à travers un projet frontal contre l'Algérie pour essayer de gagner des galons et gagner encore une fois en crédibilité, sauf qu'encore une fois, Retailleau reste Retailleau. Très bien, nous avons également le plaisir de recevoir Mohamed Hani. Mohamed, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir madame, bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs de Nahar TV. Merci beaucoup. Alors Mohamed, peut-on dire aujourd'hui que la démarche de Bruno Retailleau ne relève pas seulement du débat d'idées, mais d'une stratégie délibérée de rupture, y compris au détriment des intérêts économiques et diplomatiques en France? Alors effectivement, nous constatons depuis une année que le projet de Retailleau, donc c'est un projet politique sans aucune ingérence dans les affaires internes françaises, c'est un projet politique qui, avec une ambition d'aller au présidentiel, et comme le précisait Badis, en passant par les municipales. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'il y a des intérêts entre les deux pays, en l'occurrence l'Algérie et la France. Donc, cette relation bilatérale qui a été mise en balance au détriment de l'intérêt des deux États a été mise au profit d'un agenda personnel. Donc, nous l'avons dénoncé à maintes reprises, des actions qui sont entreprises, d'ailleurs, en entraînant sur le terrain de la diplomatie française. Et aujourd'hui, c'est les enjeux économiques, sociaux qui sont là et qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise français qui se trouvent en Algérie souffrent de cette relation tendue. Et de la même manière, les entreprises algériennes qui voulaient avoir leur part de marché sur le marché français et européen. Donc il est clair que le positionnement de M. Retailleau a mis en péril une relation historique, une histoire partagée. On a beau avoir un agenda politique, mais on ne peut pas se permettre à ce niveau-là de mettre en péril une relation aussi historique et aussi importante pour les deux rives. Donc aujourd'hui, je pense que la parole revient aux Français de décider de leur avenir. D'accord, merci beaucoup Mohamed. Alors Badis, plusieurs investisseurs français aujourd'hui alertent contre les conséquences économiques de cette hostilité politique. Assiste-t-on peut-être à une fracture durable entre la parole politique française et ses intérêts économiques? Écoutez, il y a deux logiques antagonistes qui s'opposent aujourd'hui, à savoir la voie officielle qui, elle, prône le dialogue, prône le débat respectueux, prône
un écosystème favorable à toute discussion positive. Et ça a été fait au lendemain du 31 mars, effectivement, où il y a eu cette communication entre nos deux présidents, dans lesquels le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé le message de l'Algérie, mais surtout aussi sa vision en matière, tout ce qui est, sa conception plutôt, des relations bilatérales entre la France et l'Algérie, sans renier effectivement le devoir de mémoire et l'histoire commune. Et nous avons vu par la suite effectivement une avancée sans précédent en matière de visite, notamment Barrot qui s'est déplacé sur Alger, donc la continuité des relations, notamment en matière de coopération sécuritaire et autres. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez cette voix dissonante, cette voix négative notamment, qui persiste et signe et qui reste encore une fois, puisque Retailleau a troqué tout simplement son agenda politique contre l'intérêt des Français. Et je dis bien l'intérêt des Français. Quand on parle d'économie, la dégradation de l'économie française, on pourra en parler par la suite, effectivement avec la politique de l'austérité, avec cette politique un peu sans cap, sans boussole, notamment en matière de gestion économique, dans laquelle la classe moyenne va devoir payer la facture. Donc, vous voyez bien que c'est à ce moment-là que nous devons, enfin en tout cas la France devrait, en tout état de cause, mais surtout dans une conception, disons, de logique, d'intérêt croisé, œuvrer à renforcer ses relations bilatérales, notamment économiques, y compris avec l'Algérie. Sauf qu'elle ne le fait pas. Aujourd'hui, ce Bruno Retailleau fait tout pour effectivement faire, je dirais, élargir le fossé entre les deux pays, mais surtout aussi dans lesquels, comme dommage collatéral, les opérateurs économiques, notamment français, installés ici en Algérie, en souffrent. Les premiers, d'ailleurs, c'est eux les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme pour dire stop à ce monsieur qui confond encore une fois les intérêts économiques avec ses propres intérêts. Et c'est ce qui rend ce Retailleau très dangereux. Donc, juste quelques statistiques, si vous me permettez. Allez-y. On a plus de 450 PME françaises qui opèrent aujourd'hui sur le territoire algérien et on évoque de 2 à 3 milliards d'euros de pertes sur 3 ans. Vous imaginez 2 à 3 milliards, c'est conséquent. Tout à fait. En plus, avec un pays à forte potentialité. Il suffit de voir un peu la série de visites, et notamment la dernière avec l'Italie, vous avez avec l'Espagne. D'ailleurs, l'Italie, plus de 18% en matière d'opportunités de business entre nos deux pays. L'Espagne, par exemple, c'est plus de 12% en matière d'augmentation d'opportunités. La France, moins 15% entre 2022 et 2024. La France, c'est des parts de marché qui se sont érodées, de 12% à 7% en 2024. Donc vous voyez bien qu'il y a une dynamique, je dirais, opposée aujourd'hui qui consiste à, clairement, du point de vue de Bruno Retailleau, à mettre en danger, en péril, les intérêts de la France, les intérêts des opérateurs économiques. Puisque vous savez, je parle d'une manière unilatérale parce que l'Algérie n'a rien à perdre dans cette équation. L'Algérie, au contraire, l'Algérie rayonne, l'Algérie a des multiples opportunités d'ailleurs économiques, elle l'a démontré avec les Italiens. Elle diversifie effectivement sa stratégie géoéconomique, parce qu'on parle d'État stratège qui a une vision, qui a un cap, contrairement apparemment à la France. Donc vous voyez bien que, je dirais, tous les États, y compris les États européens, essayent tant bien que mal pour certains de nouer, de renforcer leurs relations. Certains, ils y arrivent. Pourquoi ? Je prends l'exemple de l'Italie. C'est parce qu'il y a un rapport de confiance. Il y a un rapport de respect mutuel. Il y a un rapport sans condescendance, notamment avec l'Algérie. Il y a un rapport aussi de pragmatisme, notamment en matière de potentialité économique, sur lesquels on a besoin de créer un win-win, un gagnant-gagnant. Et c'est ce que l'Italie sait faire avec l'Algérie. C'est ce que l'Espagne fait, d'autres pays, y compris en Europe. Sauf que la France, en tout cas incarnée par Bruno Retailleau aujourd'hui, fait l'inverse. Et encore une fois, c'est les opérateurs économiques, c'est l'économie française en général qui ont payé le prix. Tout à fait. Monsieur Abina, en fait, l'Algérie aujourd'hui trace sa voie dans une dynamique du respect de sa souveraineté, mais également de réciprocité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la France et cette crise-là, ne risque-t-elle pas peut-être de s'auto-exclure de cette dynamique ? Tout à fait, elle a déjà commencé. Vous savez, quand on a, alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un débat, vous avez une posture pragmatique, donc l'Italie, pays anglo-saxons, l'Espagne, enfin tous les pays d'Europe en règle générale, et une posture dogmatique, un pays qui n'a pas encore encaissé la défaite en Algérie. Et donc c'est vrai que cette posture offensive dans un pays qui est en train littéralement, puisqu'on parle de croissance à faune, de couler, alors qu'elle pourrait bénéficier de points de croissance. J'ai eu une fois l'occasion de discuter avec un responsable français
de ces questions-là. Et j'ai dit, mais vous n'êtes quand même pas très malin, parce que l'Algérie parle le même langage que vous, il y a beaucoup de francophones, parce que ce passé qui ne passe pas, tant qu'il n'y a pas de demande de pardon, pourrait être dépassé s'ils faisaient l'effort de demander pardon. Il faut un peu d'humilité, ce que manifestement ils ne savent pas faire. Mais surtout, en termes de colocalisation, c'était une thématique chère au PS à l'époque, une production colocalisée, donc une production locale qui crée de la richesse de côté. Ça permettrait à la fois d'avoir un marché européen qui s'ouvrirait et un marché africain qui s'ouvrirait pour les Français et les Algériens. Problème, c'est que si on prend l'exemple allemand, par exemple, qui est un exemple très symptomatique, lorsqu'en 89, il y a une réunification, qu'est-ce que fait l'Allemagne qui a été le bourreau de l'Est? Je rappelle quand même qu'ils n'ont pas été à moitié à l'Est, 26 millions de morts russes, je parle pas de ce qu'ils ont fait la Pologne et tous les pays de l'Est, bref, une catastrophe. Eh bien, l'Allemagne s'est regardée dans un miroir, a dit, on a été abject, on va réparer et on va proposer de la richesse. Et il crée de la richesse à l'Est. Il crée des entreprises. L'écosystème allemand avec 10 constructeurs automobiles, par exemple, et pas les moindres, hein, les meilleurs automobiles du monde, se font en colocalisation. Donc une localisation qui permet de bénéficier aux Allemands de salaires bas sur les pays de l'Est, c'est vrai, d'une production dynamisée, puisqu'ils augmentent leur parc industriel, et surtout d'une richesse qui croît. L'Allemagne est en croissance, sauf depuis l'affaire russe, depuis des années. Donc c'est la première puissance industrielle européenne, pas l'oublier. L'Italie étant la seconde puissance, et la France loin derrière. Donc moi, j'ai envie de dire simplement, en plaisantant une fois, j'ai dit, mais est-ce qu'on a besoin, je parle de l'Algérie, de la France, pour se développer? Non, on n'a pas besoin de parfum. On n'a pas besoin d'armement français, ça se trouve partout ailleurs. En revanche, on a besoin d'un rapport respectueux, parce que, et c'est là où nous rentrons en considération, nous qui vivons là-bas, moi binational, et Badis qui connaît bien le pays aussi, parce que malheureusement on est obligé de subir des allers-retours, il y a une réalité. C'est qu'on a à peu près, on estime, entre 4 et 6 millions, on n'a pas le chiffre exact, de binationaux algériens qui vivent en France. Des gens qui, beaucoup, commencent à avoir peur de cette politique très agressive et veulent repartir dans le pays, à la limite, pourquoi pas. Mais on a une responsabilité de dire, il faut que ça se calme. Parce qu'il n'est pas normal, par exemple, que lorsqu'on prend un avion Air Algérie, et je vous donne une information, vous allez voir, c'est très clair, les Français de l'autre côté, la tour de contrôle, refusent le décollage. Lorsqu'on arrive sur le tarmac de l'aéroport, et ça m'est arrivé plusieurs fois, ils ne déploient pas les passerelles, alors qu'on est en heure normale de trafic. Lorsqu'on sort de la passerelle, il y a des policiers à la sortie, comme si on faisait un contrôle de rue. Tous ces éléments-là créent une atmosphère anxiogène qui ne bénéficiera pas à la France. Et moi, j'aimerais dire simplement, en termes de croissance, effectivement, le pays est en train de reculer, on le sait. Macron n'a pas de solution parce qu'il cohabite avec Retailleau. Je pense que la solution, on n'est pas en tension avec la France aujourd'hui. D'ailleurs, ça se passait très bien pendant quelques années, jusqu'en 2024, on dira. Enfin, 23 plutôt. On n'est pas en tension directe avec la France, on est en tension avec un homme qui fait carrière. Et là où les Français doivent entendre cela, de façon très précise, moi, je n'aime pas les politiques qui se désintéressent de l'intérêt commun. Je pense que les opérateurs français, il y a 18 milliards de pertes cumulées apparemment, ont tout intérêt à ce que ça se passe bien et voient que Retailleau, d'ailleurs un des responsables des opérateurs français, tire la sonnette d'alarme, est en train de les mettre en danger. Pourquoi? Parce qu'il est en train de créer des conditions de perte de marché évidentes au profit d'Italie qui est plus intéressante, beaucoup plus honnête et surtout qui est dans l'investissement productif. Je prends un exemple très concret pour finir mon propos. L'Italie propose de la production laitière, de la production dans le domaine agricole, investit massivement pour garantir que l'Algérie puisse avoir d'abord des gens qui travaillent, puis surtout une certaine autonomie. C'est une colocalisation, encore une fois. Qu'est-ce que propose la France depuis des années? Elle nous vend du blé. Elle ne propose pas de production, elle ne propose pas de création de richesse. Elle nous a envoyé une usine ridicule avec Carlos Ghosn, dont le scandale est sorti après, qui n'a pas produit plus de 40 000 véhicules, qui étaient pour l'essentiel faits en SKD, CKD, donc c'était du montage, un vulgaire montage, avec 1200 emplois. Est-ce que c'est sérieux ça? On parle d'investissement productif dans le pays où en termes d'avantages comparatifs, l'énergie est quasiment gratuite, où les salaires sont relativement bas avec des gens bien formés, où le parc industriel est en train de croître et surtout où la demande en matière automobile est considérable. Eh bien, ils ont été capables d'exclure tous les autres pendant 5 ans pour avoir le marché pendant 5 ans, je parle de 2014 à 2019, on sait ce qui s'est passé en 2019, uniquement pour, comme des rapaces, vendre leurs ferrailles. Ça, c'est pas normal. L'Italie n'a pas proposé ça. Lorsque Stellantis arrive en Italie avec Fiat, il propose déjà d'emblée ce qu'on appelle la production diversifiée avec des équipementiers. Donc, un taux d'intégration. Eh bien, ça, la France ne sait pas le faire. Très bien. Badis, la visite du président Majid Tebboune en Italie semble avoir fait beaucoup de bruit, avoir fait mal à différents acteurs politiques français et autres. Donc nous avons Michel Bizac qui a dit que Bruno Retailleau aujourd'hui freine le rétablissement des relations algéro-françaises, même en tout ce qui concerne le volet économique et industriel et tout. Donc pourquoi Macron ne fait rien aujourd'hui? Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'Emmanuel Macron est piégé. Est piégé parce que Emmanuel Macron n'a pas su, après la dissolution, rappelez-vous, du Parlement français, n'a pas su effectivement atteindre la majorité absolue qui lui permettrait de gouverner les mains libres la France. Aujourd'hui, il est obligé de combiner, de conjuguer, de composer avec parfois des alliances contre nature, y compris avec les xénophobes, y compris avec les nostalgiques de l'OAS. Je pense qu'il le fait à contre-courant et à contre-cœur, puisque
certains évoquent certaines motions de censure prochainement, certains même évoquent pourquoi pas, puisqu'on a atteint effectivement le délai constitutionnel, à savoir la dissolution du Parlement. Donc tout est possible et tout est sur la table, notamment du président de la République, Emmanuel Macron. En revanche, l'heure tourne et le temps est défavorable aujourd'hui. Il joue à la défaveur de la France. Il joue à la défaveur, effectivement, de ses intérêts. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Michel Bizac, effectivement, qui est le représentant, notamment des opérateurs économiques français en Algérie. Au-delà de tirer la sonnette d'alarme, il s'offusque aujourd'hui de voir des réactions juvéniles, des réactions irresponsables notamment de Bruno Retailleau, qui confond encore une fois ses propres intérêts claniques, parce que c'est un calculateur, parce que c'est quelqu'un qui aspire à devenir roi à la place du roi, c'est quelqu'un qui a été frustré, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé, il faut le rappeler. Avant qu'il soit ministre de l'Intérieur, c'était inespéré. C'était d'ailleurs l'élève de Villiers. Donc ça vous donne un peu l'idéologie dans laquelle il a bercé, dans laquelle il a été biberonné. Donc politiquement parlant, et c'est un peu le produit d'ailleurs de Villiers. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il fait tout pour incarner, en tout cas se substituer à la droite dure, la droite conservatrice, la droite hors les murs, ce qu'on appelle, qui regroupe toutes les droites, en tout cas toutes les droites qui partagent une certaine conception de la politique, notamment très nationaliste, très raciste. Et d'ailleurs, j'invite Bruno Retailleau à réviser un peu ses fiches, puisque c'est quelqu'un qui s'autoproclame gaulliste, alors qu'il n'est pas du tout, puisque De Gaulle lui-même disait quoi? Il disait que être patriote, c'est aimer son pays. Être nationaliste, c'est détester les autres nations. Qu'est-ce que fait aujourd'hui Retailleau, si ce n'est détester effectivement l'Algérie? D'ailleurs... La France aussi, hein. Exactement. Vous savez, Bruno Retailleau aujourd'hui est détesté par les Français eux-mêmes. Parce qu'ils ne comprennent pas une chose, à savoir, le quotidien des Français aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'essayer de finir les fins de mois, correctement et dignement. C'est quoi? C'est d'essayer de trouver un travail. C'est d'essayer effectivement, ne serait-ce que d'avoir un dialogue politique, d'avoir une classe politique alternative qui permet d'instaurer un circuit court entre le citoyen et ce représentant. Je rappelle que le gouvernement d'aujourd'hui est un gouvernement qui ne représente pas la volonté populaire à l'issue des élections législatives. C'est un gouvernement qui est sorti du chapeau avec une majorité de droite, alors que la droite elle-même, d'un point de vue chiffres et suffrages et résultats, elle est loin derrière. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de, je dirais, dichotomie politique aujourd'hui qui fait que Bruno Retailleau s'engouffre dans la brèche politique, essaye de gagner encore une fois des points, tant bien que mal encore une fois, puisque, vous savez, la réalité et le quotidien des Français ne mentent pas. Donc les Français aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est pas apporter un énième conflit ou des énièmes hostilités contre un pays tiers, un pays souverain. Beaucoup de Français respectent l'Algérie en tant qu'État souverain, en tant qu'État indépendant, mais surtout en tant qu'État à en devenir, notamment dans le fora international, comme puissance régionale et acteur, notamment, qui, comme il le fait déjà... Retailleau ne représente pas la majorité aujourd'hui. Qui se hisse sur le sommet de la diplomatie internationale. Donc, Retailleau, clairement, il faut là aussi rétablir certaines vérités, ne représente pas tous les Français, ne représente pas tous les partis politiques, il représente une frange, en tout cas, qui croit encore à la nostalgie de l'Algérie française, qui croit que l'Algérie est encore un département français, que nini, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Au contraire, l'Algérie, j'ai envie de vous dire, trace sa route, l'Algérie construit ses relations bilatérales, encore une fois, avec un rapport de force politique et diplomatique. L'Algérie d'il y a 10, 15 ans, 20 ans n'est plus l'Algérie d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc l'Algérie aspire effectivement à amorcer des intérêts croisés avec les pays. Ça a été évoqué avec l'Italie, parce que l'Italie a compris effectivement les attentes de l'Algérie, a compris aussi que le contexte a changé. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, pour revenir et conclure sur Emmanuel Macron, devrait prioriser notamment ses intérêts, l'intérêt de la France ou l'intérêt d'un groupuscule, parce que c'est le cas, un groupuscule qui aspire effectivement à instaurer un dialogue hostile, non pas qu'à l'Algérie, hostile à l'Afrique. C'est pas un hasard que la France a été vomi et rejetée de l'Afrique. La France a été aussi isolée parfois diplomatiquement. L'affaire des sous-marins australiens et autres, et j'en passe. Donc vous voyez bien que je pense que ce type d'énergumène, ce type d'individu nuit aujourd'hui à la crédibilité, à la voix officielle de la France. Très bien.
مشاري نواصل هذا النقاش. Comme nous venons de le voir, Monsieur Abina, dans ce reportage signé Hamza Kahel, notre collègue. Alors, le climat politique apparaît de plus en plus instable. Peut-être quel impact pourrait avoir cette fragilité sur la lisibilité du discours diplomatique français à l'étranger? Alors, j'ai envie de dire que la diplomatie, normalement, c'est une prérogative présidentielle et les affaires étrangères. Mais c'est vrai que l'impact direct, c'est quoi? C'est qu'on voit bien que le président... C'est devenu des prérogatives de M. Rotaillot Oui, aujourd'hui. enfin, c'est dans sa tête. Hein. Mais bon, je vais dire un truc qui est très clair par rapport à cet homme que je méprise pour ce qu'il est. Je le méprise parce qu'il y a des Français qui souffrent en France, parce qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours, c'est son boulot, normalement, de s'occuper de ça. Et que manifestement, lui, son boulot, c'est les Algériens. Il a que ça à la bouche. Donc simplement de dire que c'est amusant, alors ce que Badi s'est utilisé un terme en parlant de se prendre pour le roi, mais c'est bien de le dire parce que c'est un Vendéen, et que la Vendée, elle a eu beaucoup de mal avec la République, et que j'ai le sentiment, et vraiment un sentiment sincère, que cet homme n'aime pas la République française, qu'il n'aime pas les Français. Parce que s'il aimait les Français, il ne créerait pas des clivages comme ça, il ne prendrait pas un rôle qui n'est pas le sien, sa affaires étrangères, les relations internationales, il n'irait pas dans l'invective et l'insulte, parce qu'il passe son temps à faire cela, il n'utiliserait pas les termes aussi ridicules qu'on a été humilié, on entend ce genre de stupidité. Je ne vois pas le rapport d'humiliation d'État à État, mais bref. Donc ça, c'est un problème avec cet homme, et cet homme est un problème pour la France. Je pense que s'il y a dissolution, et il est probable qu'elle arrive, elle profitera sans doute à l'extrême droite, quoique, mais il y a une certitude. C'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite a besoin, d'abord, M. Macron a besoin d'en finir avec cette instabilité chronique qui ressemble à la 4ème République. L'extrême droite a besoin de montrer qu'elle existe encore parce qu'elle a été largement impactée par cette affaire de vol à haut niveau. 4 millions d'euros, c'est pas rien pour des gens qui dénonçaient tout le monde. Mais surtout, ils doivent montrer aux Français, et c'est là où ça devient un curseur intéressant, parce qu'extrême droite, il faut être bien clair, les Français n'ont pas compris qui ils étaient. Ils ne sont pas ils ne sont pas sociaux. Ce sont des ultralibéraux. Je veux dire, ce sont des réganistes, ce sont des thatchériens, c'est ça leur modèle économique. C'est l'ultralibéralisme, moins d'État, plus de privé. Et en France, c'est un système qui est social malgré tout, un grand système social où la protection est garantie pour le citoyen. Et donc l'extrême droite veut atomiser cela. Elle veut privatiser tout ça, elle veut faire des agences. C'est un peu le modèle un peu nazi. Et donc ce qui se passe, c'est que cette extrême droite, aujourd'hui, doit donner l'impression aux Français, après avoir pris en flagrant délit de voleurs, hein, qu'ils sont sociaux. Ils veulent faire du nazisme. Les nazis faisaient quoi? Ils faisaient du national-socialisme pour faire croire aux travailleurs allemands qu'ils étaient avec eux. C'est pour ça qu'on l'appelait Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Et bien là, c'est pareil en France. Rotaillot va être sans doute soit bénéficier des voix de l'extrême droite, soit mis en difficulté par ce concurrent direct qui développe le même discours xénophobe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une France qui est difficilement lisible à l'étranger, parce qu'on voit bien, vous vous rendez compte de la cacophonie quand même. Nous, on a mis une posture quand même, on a toujours dénoncé Rotaillot pour ce qu'il était. On disait que l'Algérie a un problème avec cet homme, mais pas avec la France. Les Français envoient leur ministre des Affaires étrangères, tout se passe bien, 3 jours plus tard, Rotaillot torpille ça. Mais quelle cacophonie! C'est quoi ce gouvernement où le ministre des Affaires étrangères n'est pas entendu, et le Premier ministre, on n'en parle même pas, vous avez vu le personnage, n'est pas entendu par cet homme qui fait ce qu'il veut. C'est vraiment un électron libre. Et ça pose problème, et je pense que M. Macron a tout intérêt, une fois que sa loi de finances passera, je suppose, à en finir avec cet homme. Vous en pensez quoi, Badis? Pardon? Vous en pensez quoi? Non, je rebondis d'ailleurs, et Gamal fait bien de rappeler certains éléments. Moi, simplement, je tiens à rappeler une chose, c'est qu'au-delà de la tragédie politique aujourd'hui que connaît la France, parce qu'elle n'a plus de boussole, ce qui explique aussi pourquoi ils sont obligés de composer avec un Bruno Rotaillot qui ne représente rien, finalement. Même électoralement parlant aujourd'hui, c'est un ballon de baudruche. C'est quelqu'un qui est gonflé à bloc, mais qui, au final, ne pèse rien. Aujourd'hui, s'il y a censure, notamment, et dissolution, c'est le Rassemblement national qui sortirait le gros gagnant, clairement. Indépendamment de l'alliance. Certainement, c'est une épée de Damoclès qui est brandie depuis quelques semaines déjà. Vous savez, je vais vous dire une chose. 2022-2024, 4 gouvernements, 4 premiers ministres. C'est dire l'instabilité de la politique française. 4ème République, quoi. Exactement. Donc cette instabilité, elle est illustrée aujourd'hui par justement un problème de cap, de vision stratégique, de vision politique, mais surtout aussi de vision populaire, puisque quand on parle d'austérité, c'est un effet boomerang politique. Ça revient vers justement ces donneurs d'ordre pour nuire davantage au peu de crédibilité qu'ils avaient, au peu de légitimité qu'ils avaient politique. Tu parlais effectivement du Premier ministre, Bayrou. Inexistant. Il est effacé. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a du mal d'abord à gérer sa propre équipe, à gérer son gouvernement. Un gouvernement, encore une fois, qui se voit un gouvernement de conjoncture, un gouvernement qui n'a pas forcément les clés et les leviers d'action, notamment politique, puisque pour cela, on a besoin de se référer à la Chambre pour légiférer à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment, qui a des allures de Colisée. Donc vous voyez bien qu'il y a ce melting pot de plusieurs facteurs, je dirais, à contre-courant, qui font qu'aujourd'hui, il est difficile
de gouverner tout simplement la France. Maintenant, pour Bruno Retailleau, effectivement, moi je nuance un peu sur le fait qu'il pourrait y perdre beaucoup dans cette politique d'austérité. Je vais vous dire pourquoi. Bruno Retailleau reste quand même un pion d'un projet beaucoup plus grand que lui, de personnages et de profils, notamment certains oligarques, qui ont déjà prémédité ce que nous vivons aujourd'hui, tant sur les relations bilatérales avec l'Algérie qu'aussi la politique intérieure. Puisque vous savez, quand vous créez le chaos permanent, vous créez les peurs, vous créez les craintes et vous créez au fait une espèce de bouée de sauvetage qui va s'incarner peut-être par Bardella, peut-être par Bruno Retailleau comme les Éric Zemmour qui l'a précédé. Donc vous voyez bien qu'il y a un dessein et une stratégie finement orchestrée et surtout caractérisée aujourd'hui puisque nous le vivons. Donc Bruno Retailleau, je doute fort qui sortirait perdant de cette politique d'austérité. Je vais vous dire pourquoi. Et pour rester peut-être dans son contexte et dans son monde judéo-chrétien, il aimerait bien à ce moment-là jouer de cette conjoncture pour incarner peut-être le Saint-Sébastien. Oui, tout à fait. Vous voyez, Saint-Sébastien qui va peut-être se plaindre de ses flèches, notamment de critiques politiques, pour démissionner et mieux revenir par la suite. Parce que en d'autres termes, ce sera un martyr de l'austérité. Ce sera un martyr calculateur. Donc il va être le martyr notamment de l'équation politique pour incarner aux Français celui qui était le défenseur d'abord contre ces envahisseurs qui sont les Algériens, ce pays qui ne nous respecte pas, qui nous humilie, qui est l'Algérie. Ensuite, ce personnage salvateur, notamment pour la politique intérieure, pour dire non, j'ai dit non. Puisque je rappelle aussi, et d'ailleurs c'est très étrange, et très improbable, notamment pour un ministre de l'Intérieur, qui est plus un ministre régalien, dans un gouvernement qui se targue tout le temps de dire que je ne suis pas macroniste, que je suis contre le projet Macron. Or, corrige-moi si je me trompe, Gamal, quelqu'un disait par le passé qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc Bruno Retailleau, aujourd'hui, joue un peu sur les deux tableaux, par calcul, effectivement, politique et ultra-politique. Il avait d'ailleurs menacé de démissionner. Vous savez, c'est menace théâtrale. Retailleau théâtralise sa politique. D'ailleurs, Retailleau est devenu une caricature de la politique. Il théâtralise avec les valises diplomatiques l'Algérie, avec notamment l'insécurité incarnée par les pseudo-algériens, cette 5e colonne qu'on ne verrait pas. D'ailleurs, je rappelle, dès le début de la crise entre l'Algérie et la France, il a tout de suite mis en exergue, stigmatisé la communauté nationale établie à l'étranger, en la désignant comme 5e colonne et qui pourrait être une potentielle puissance à terme diligentée par l'Algérie. Non, c'est une puissance économique avant toute chose. Et je remonte sur ce que tu disais tout à l'heure, Gamal, c'est potentiellement plus de 20% d'opportunités d'investissement en Algérie. C'est pour vous dire qu'effectivement, ça se compte en milliards de dollars de potentialités d'investissement en Algérie. Donc non, c'est un soft power algérien qui contribue également dans la puissance économique française, aussi dans l'essor de la France, puisqu'ils sont tous intégrés, notamment à différentes strates de la société civile. Souvent cadres, chefs d'entreprise. Tout à fait. Donc Bruno Retailleau, pour finir, est devenu un danger, non plus pour lui, mais pour effectivement les relations, l'avenir des Français. Mais pour toute la France d'ailleurs. Pardon ? Pour toute la France d'ailleurs. Pour toute la Oui, France. tout à fait. Tout à fait. Le projet de rigueur budgétaire pour 2026 révèle aujourd'hui une fébrilité politique à Paris. Peut-on y voir les premiers signes d'une décomposition institutionnelle plus profonde ? Moi, je pense que M. Macron est coincé parce qu'il doit répondre à un dictat européen qui est nécessaire. Ils ont signé les accords de Maastricht, il y a ce qu'on appelle les critères de convergence. La France ne doit pas dépasser 3% de déficit, elle est largement au-dessus, elle est à près de 6%. Et Macron est un Européen convaincu. C'est-à-dire qu'il ne veut pas sortir des lois européennes, il ne veut pas sortir littéralement de l'Europe parce qu'il sait que ça lui coûterait. L'austérité, elle a pris un coup dans le dos. Alors on a déjà connu une période d'austérité en 83 avec Mitterrand, au serrage de vis. Quand on applique une politique d'austérité, en règle générale, ça ne profite pas au pays. Il vaut mieux laisser filer les déficits et relancer la machine que le contraire. Macron, il préfère l'austérité. Bon, c'est un choix politique qui est discutable. Mais le problème, c'est que l'austérité, les premiers qui en souffrent, c'est les pauvres. C'est les moins argentés. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont en dessous le seuil de pauvreté. Et les classes moyennes par effet second, effectivement, et c'est là où il y a danger. Et ce qui se passe, c'est que quand on applique une politique d'austérité, moi j'ai bien aimé quand tu as évoqué Retailleau, qui va profiter de cela, parce qu'il ne va pas dire « je suis responsable de ça », il n'est pas macroniste. Je n'ai donc pas validé la politique d'austérité. C'est le Parlement qui va la confirmer ou l'affirmer, mais surtout c'est une loi gouvernementale qui est voulue par qui ? Par le Premier ministre, dont on sait qu'il est effacé, évanescent, mais qui est un ultralibéral. Et donc l'austérité, c'est quoi ? C'est moins de social, moins de soutien aux pauvres,
moins de soutien aux entreprises. C'est ça l'austérité. C'est débrouillez-vous, les comptes de l'État vont être remis plus ou moins à l'équilibre, bien que la dette soit le principal problème et fléau de la France. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un homme, effectivement Retailleau, qui largement outrepasse ses prérogatives, qui prétend qu'il va démissionner, mais il ne le fera jamais. Quand Chevènement dit à un homme politique, lorsqu'il n'est pas d'accord, il fait sa gueule, il démissionne, il démissionne. Ministre, oui. C'est un ministre, voilà. Un ministre, absolument. Il démissionne. Il n'est pas d'accord avec Mitterrand pour attaquer l'Irak. Il va démissionner. Ça, c'est un homme de conviction. Retailleau, ce n'est pas un homme de conviction, c'est un homme assez fourbe, j'ai déjà dit. C'est un homme qui calcule, effectivement. C'est un homme qui est vendéen, vent debout par rapport peut-être à la République. On ne sait pas qu'il est sous-jacent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une obsession identitaire et une obsession culturaliste quasiment, liée à, alors ce que tu appelles le judéo-christianisme, bon, c'est une fabrication de la Première Guerre mondiale, parce qu'avant il n'y avait pas de ça, avant c'était les chrétiens intégristes anti-juifs. Aujourd'hui ils jouent la carte effectivement de la judéité en faisant des sorties sur la question palestinienne. Ça dit beaucoup de choses, hein. On est vraiment dans une posture où il est à l'offensive contre les arabo-musulmans, au sens large du terme, et son offensive principale c'est contre les Algériens. Problème, c'est que même en Algérie, vous avez par exemple le responsable de la j'ai failli dire de mosquée, de Notre-Dame d'Afrique, hein, du diocèse, qui dit quoi? Qui dit mais il faut que la France demande pardon pour en sortir. Il veut que ça se passe bien. Il y a des ministres français qui sont dans cette direction. La gauche a le même discours, n'accepte pas ces outrances, et il se trouve que Retailleau met en danger la France. C'est en cela que je vous dis, est-ce que cet homme aime son pays? Je pense pas qu'il aime son pays. Est-ce que cet homme est un danger pour la démocratie? Oui. Et est-ce que cet homme est le nouveau Zemmour? Parce que Zemmour est un échec total de la part de celui qui est arrivé, Monsieur CNews. Hein. Zemmour a été lancé comme une baudruche à 18%. Il s'est effondré à 7%. Il ne fera rien. C'est fini pour lui. On est à Retailleau. Pourquoi Retailleau, c'est un Zemmour plus acceptable? Parce qu'il se prétend de droite, alors qu'il est d'extrême droite, de façon claire, et qu'on se dit, bon, les idées de l'extrême droite ne passeront pas avec un agent de l'extrême droite, à la tête de l'État, je veux dire, hein, je précise bien. En local, il passe, mais pas à la tête de l'État. Il nous faut un homme qui fera de l'extrême droite sans être d'extrême droite. On avait le cas Sarkozy, qui a quand même fait rentrer un paquet de personnes qui venaient d'Occident, donc de l'extrême droite, dans son gouvernement. Retailleau est destiné à cela parce qu'effectivement, Bolloré veut. Il obsède aussi par le christianisme à Bolloré. Ils ont la même logique. Hein. Bolloré, De Villiers, tous ces gens-là qui sont de l'Est de la France veulent absolument placer un des leurs au pouvoir pour pouvoir appliquer une politique clairement raciste, clairement xénophobe et qui soit centrée sur l'ultralibéralisme. Très bien. Badis, comment expliquez-vous aujourd'hui le timing de la présentation de ce plan de rigueur? Est-ce un calcul peut-être politique en amont des échéances à droite? Ce qu'il faut comprendre d'abord dans le plaidoyer du Premier ministre qui présentait ce plan d'austérité comme un remède. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un sédatif électoral, clairement. Encore une fois, cela est l'illustration notamment de perte de vitesse d'abord économique de la France, l'effondrement clairement de son économie, et pour cause. Hein, c'est au moment où vous devez créer, construire, consolider, renforcer des alliances économiques à forte potentialité et d'avenir, notamment avec l'Algérie, vous faites l'inverse, forcément. Force est de constater, in fine, que ça fait l'effet inverse. Donc aujourd'hui, la France vit quelque part un peu les conséquences des décisions irresponsables, immatures, de Bruno Retailleau, clairement. Donc cette austérité, pour eux, est nécessaire. D'ailleurs, j'aime le dire à chaque fois, ce Retailleau qui critique à longueur de journée, matin, midi et soir, l'Algérie est sociale. L'Algérie, aujourd'hui, d'ailleurs, les transferts sociaux en témoignent, n'ira jamais vers l'austérité, puisque l'Algérie a une économie florissante, une économie maîtrisée, une économie aussi diversifiée, et il devrait en prendre des enseignements. Donc oui, effectivement, ce Bruno Retailleau aujourd'hui, je dirais sa chute, puisque c'est aussi une chute en chute libre, comme le gouvernement d'ailleurs qui s'en filait. Aujourd'hui, c'est quand même un exécutif qui tient sur un fil. On a parlé tout à l'heure de la motion de censure, donc de la dissolution, donc d'aller vers peut-être des élections législatives, à la veille d'élections municipales. Donc vous voyez bien que déjà, les agendas et les calendriers électoraux s'enchevêtrent, c'est-à-dire que se mélangent. Et là, vous avez les prémices, effectivement, d'un effondrement politique, clairement. Et puis, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de clivage gauche-droite aujourd'hui. Tu fais bien de le dire tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, en fait, une seule règle d'or qui est celle de gagner les élections. Et son programme, quoique le programme reste à chaque fois ou de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, mais il n'y a plus de centre, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de sagesse dans le discours politique, malheureusement. Parce que de part et d'autre, tous essayent, encore une fois, de ratisser large en matière de vote et notamment de voix électorale. Mais encore une fois, le temps
Enfin, le temps aujourd'hui est précieux, notamment pour une France qui a du mal à se retrouver, une France qui a du mal à trouver un cap diplomatique et un cap économique. Donc cette austérité aujourd'hui, oui, elle va avoir des conséquences. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on va vers une dissolution et vers des élections législatives, je peux vous dire qu'effectivement, en temps de peur et de crainte et en période, je dirais, de vache maigre, c'est la faute à l'étranger. C'est la faute effectivement aux autres. Donc le Rassemblement national risque de rafler une grande mise, notamment sur ces élections. Donc aujourd'hui, j'aimerais pas être à la place des dirigeants français, mais une chose est sûre, les Français auront une période très sombre, très obscure, les semaines, les mois à venir, y compris avec cette austérité économique qui, je rappelle, et je persiste et signe, au-delà des pauvres, au-delà des classes précaires, c'est aussi les classes moyennes qui vont en souffrir. Nous avons vu, ne serait-ce que par rapport à la fiscalité. Tant dire que ce projet budgétaire aujourd'hui met peut-être à nu le manque d'alternatives de l'extrême droite française, Rotaillot inclus. Pardon, je m'entends. J'ai dit, peut-on dire que ce projet budgétaire met peut-être à nu aujourd'hui le manque d'alternatives de l'extrême droite française, Rotaillot inclus? Ah non, mais vous savez, l'extrême droite n'a jamais eu de programme. N'a jamais eu de projet. Son seul projet, c'est stigmatiser l'étranger. Son seul projet, c'est d'avoir un discours xénophobe. Son seul projet, c'est asseoir et attiser les peurs. Son seul projet, c'est faire confronter deux France, les scinder en deux. Et elle y arrive avec, je dirais, les conséquences aujourd'hui subsidiaires de ce manque de boussole et ce manque de vision, fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un boulevard pour l'extrême droite, un boulevard pour les extrémistes, clairement. Donc oui, c'est un manque aussi y compris Bruno Retailleau, il y est pour quelque chose. Il est responsable de ce cataclysme politique et ce cataclysme économique qui se produit en France. C'est pourquoi, et quand on évoque la démission, ce sera peut-être un départ, mais un départ, je dirais, la tête haute entre parenthèses, en jouant ces martyrs calculateurs, ces martyrs un peu de l'austérité pour dire, effectivement, vous avez vu, j'étais contre ce projet qui met en péril la vie des Français, les Français de souche, bien évidemment, on s'est compris, et que je reviendrai avec un programme, avec une vision, sauf qu'encore une fois, ils sont tête à croire, lui seul, qu'il a un programme, qu'il a un projet, mais son seul projet, encore une fois, c'est de créer la zizanie, c'est de créer cette bérésina politique que vit la France aujourd'hui. Très bien, Monsieur Abina, pour finir, Bruno Retailleau, si cette loi passe, pourrait-il peut-être y survivre politiquement? Non, il va être éliminé. Il ne va pas rester. Déjà, il a été reconduit 2 fois, ça fait beaucoup. Mais vous savez, la problématique de la France, elle est très simple. Je fais ça dans des chiffres simples. D'abord, 300 milliards, c'est le budget de l'État. 3200 milliards, c'est la dette. On ramène ça à des sommes qu'on peut comprendre. Ça veut dire que la France gagnerait 300 € et a 3200 € de dette. C'est ça. Vous vous rendez compte, le rapport, c'est 1 pour 10. Donc, c'est-à-dire que c'est catastrophique en termes de gestion de l'État. Et un homme comme Retailleau, qui est là pour effectivement attiser les violences, les haines, et puis un discours xénophobe, il a un problème parce que d'abord, il n'a pas de projet politique, parce qu'il n'est pas à la hauteur, parce que je dis toujours un petit homme, il se prend pour Napoléon, enfin, il n'a pas les épaules. Et surtout, il pose problème parce qu'il est en train de mettre en difficulté les opérateurs français, il met en difficulté la population, il essaie de créer vraiment des clivages internes pour avoir des conditions de chaos qui lui permettront de dire « j'avais raison ». J'espère effectivement qu'il sera rapidement démis de ses fonctions et j'espère effectivement que la France comprendra que son intérêt n'est pas de tourner le dos à la Méditerranée et à l'Algérie, qui est le bloc méditerranéen le plus important, mais plutôt de travailler avec un pays aussi en pleine croissance. Il ne faut pas oublier qu'il y a de la croissance à prendre et que les Français bénéficieraient effectivement à plein de cette croissance. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie également, Bédis. إذا مشاهدينا بهذا نصل لنهاية هذا العدد. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة في رعاية الله.